Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire FHP Synerpa sur l'application de notre accord formation qui va être co-animé avec les représentants de l'OPCO Santé. Et tout de suite, sans attendre, je passe la parole à notre secrétaire général, Monsieur Bertrand Sommier. Merci Fabienne. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire organisé par la FHP et le CINERPA. Et donc, comme l'a annoncé Fabienne, consacré à notre accord de branche du 3 juillet 2025 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Alors cet accord est un acte structurant qui marque la poursuite de notre politique ambitieuse en la matière et à ce titre, il participe au plan pour l'emploi que nous appelons de nos voeux et qui nécessite un effort de formation partagé entre nos établissements, l'État et les régions. Alors, faut-il vraiment rappeler que préserver les moyens d'information et d'apprentissage est plus que jamais essentiel dans le contexte de tension RH qui est le nôtre, alors même que d'ailleurs les communications ministérielles se multiplient pour attirer toujours plus de professionnels vers les métiers du soin et de l'accompagnement. Alors, plus largement, cette négociation s'est inscrite en réalité dans le cadre d'un dialogue social qui se veut actif et complémentaire et qui se poursuit d'ailleurs sur les salaires et a concerné les thématiques RH qui nous ont été majeures cette année, à savoir la prévention des risques ergonomiques et le développement de la participation dans vos entreprises. En pratique, dans le cadre de cet accord, en fait, l'objectif était double. Le premier, c'était d'anticiper l'arrivée à échéance de nos accords antérieurs au 31 décembre 2025 pour assurer la continuité des prises en charge par l'OPCO de vos actions de formation pour 2026. Et puis le deuxième objectif était d'anticiper l'application des nouvelles dispositions qui étaient en germe au moment de la négociation de l'accord national interprofessionnel. Et c'est le cas en particulier concernant le nouvel entretien de parcours professionnel pour lequel nous avons anticipé dans l'accord le changement de périodicité fixé désormais par la loi. Alors, plus que jamais, nos priorités sont tournées vers les diplômes cœur de métier, mais également vers la poursuite du développement de l'apprentissage, vers la diversification des voies d'accès aux certifications pour tous, et tout ça en relevant par ailleurs les défis de l'intelligence artificielle et du numérique. Alors, ces ambitions doivent nous permettre de poser finalement les bases d'un plan d'attractivité, de fidélisation des professionnels et d'accompagner la transformation rapide des métiers. Alors, tout au long de cette négociation de branche, nous avons été accompagnés par les équipes de l'OPCO Santé, dont je souhaite ici saluer l'implication et l'expertise. Et c'est grâce à leur appui que nous pouvons accompagner aujourd'hui les parcours professionnels dans un objectif de maintenir la qualité des soins et la sécurité des pratiques. Alors, après, si j'en reviens sur le webinaire, après un rappel là, qui va vous être fait des principes qui sont posés par l'accord par les équipes de l'AFHP et du CINERPA pour chacun des dispositifs, Nelly Vancha, qui est directrice des relations institutionnelles des branches et partenariats à l'OPCO, va vous présenter toutes les décisions qui ont été prises pour une déclinaison opérationnelle rapide et efficiente de notre accord. C'est vrai que nous travaillons en étroite collaboration avec Nelly et son équipe, Fabien Château et Salomé Duval, que je remercie également très sincèrement pour leur contribution active à l'élaboration de ce webinaire. Écoutez, sans plus attendre, je vais me permettre de passer la parole à nos différents intervenants pour vous accompagner à la fois dans le décryptage complet de l'accord, mais également de vous guider dans son application. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire et puis vous remercier surtout pour votre présence. Merci beaucoup Bertrand. Alors, avant de commencer, je vous propose quelques petits éléments techniques. Donc, tout d'abord, vous pouvez poser tout au long du webinaire vos questions dans le chat. On va avoir une première partie de présentation avec Nelly et puis Marjorie. Pendant ce temps, effectivement, les équipes vont pouvoir répondre à certaines de vos questions. Et en fin de webinaire, on aura un temps interactif de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. Deuxième sujet, pour répondre à de nombreuses questions, il y aura non seulement la diffusion par l'intermédiaire de nos plages adhérents d'un replay, et bien sûr, le support sera également communiqué. Voilà, je passe sans attendre la parole à Marjorie pour commencer sur nos sujets clés du jour. Bonjour à tous, j'attends juste que la slide
soit publié. Eh bien, on va s'interroger donc sur les objectifs de cet accord du 3 juillet 2025. Donc, un double objectif. En premier lieu, donc, c'est la sécurisation des parcours professionnels, avec l'idée donc de renforcer la gestion des emplois et des parcours professionnels pour anticiper les besoins métiers et accompagner les mobilités professionnelles en utilisant en fait les dispositifs clés que sont notamment le CPF, la VAE, le CEP, et on le verra au cours de la présentation, donc PROA et transition collective qui vont évoluer à partir du 1er janvier 2026 en période de reconversion. Donc ces dispositifs sont utilisés en fait pour permettre les reconversions internes, mais aussi l'intégration de salariés venus d'autres secteurs. Second objectif de cet accord du 3 juillet, c'est investir durablement dans les compétences. Donc l'idée, c'est de mobiliser en fait et de coordonner en fait les ressources à la fois provenant des entreprises, de la branche, de l'OPCO, des pouvoirs publics. Donc cette coordination permet en fait de mettre en place une qualification dynamique de nos collaborateurs, mais dans une logique de cofinancement. Et ça permet en fait du coup d'avoir une offre de formation qui soit accessible, modulaire et innovante, mais surtout adaptée aux besoins et aux spécificités de notre secteur. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif en fait de cet accord du 3 juillet, en fait, c'est de développer l'attractivité de notre secteur et de faciliter la professionnalisation de nos personnels pour maintenir en fait un niveau élevé de qualité des soins et d'accompagnement. Alors, effectivement, nous allons parler de la transposition de l'ANI dans la loi du 25 octobre 2025. L'objectif, en tout cas, de notre réunion, c'est de vous présenter l'accord de branche du 3 juillet dernier. Néanmoins, cet accord de branche s'inscrit dans un écosystème réglementaire qui évolue, avec donc cette loi issue de la transposition de l'ANI, qui peut sembler technique avec l'arrivée de deux dispositifs phares qu'on a abordés tout à l'heure en introduction, l'entretien de parcours professionnel, la période de reconversion. Ce sont des dispositifs que nous allons développer tout à l'heure. Néanmoins, il nous paraissait important de reposer, de partager ensemble les enjeux de cette loi, à laquelle en fait l'accord de branche va devoir effectivement s'articuler et trouver sa place dans son déploiement. Cette loi donc a un principal enjeu qui est de sécuriser les carrières. Effectivement, nous allons tous devoir travailler de plus en plus longtemps et il s'agit donc de prévenir les ruptures professionnelles, maintenir l'employabilité des salariés, adapter également les compétences des salariés au regard des évolutions qui traversent le milieu professionnel, qui traversent la société, les transformations technologiques, numériques, organisationnelles, mais également écologiques, et donc structurer une politique compétences-âge pour articuler formation, mobilité, mais également la gestion des parcours professionnels. Et cette loi, en tous les cas, se veut au service d'un dialogue social renforcé dans la mise en place des politiques RH et des politiques formation au sein des entreprises. Alors, au moment même où nous négocions en fait l'accord de branche sur la formation professionnelle, qui a été signé le 3 juillet dernier, eh bien, des négociations au niveau interprofessionnel étaient en cours, qui ont donné lieu d'ailleurs à un accord interprofessionnel du 25 juin dernier. Et d'ores et déjà, des sujets identiques finalement étaient traités en parallèle dans le cadre de ces négociations. Néanmoins, il nous fallait avancer puisque nous devions anticiper finalement l'arrivée à échéance, comme l'a dit Bertrand, de nos accords au 31 décembre de cette année. Plusieurs sujets étaient en cours de négociation au niveau interpro qui ont abouti dans cette loi précisée par Nelly du 24 octobre 2025. L'entretien de parcours professionnel, donc qui se substitue à l'entretien professionnel, avec une périodicité qui évolue, donc tous les 4 ans, avec un bilan tous les 8 ans, et non plus 2 ans et 6 ans, avec une obligation d'un entretien à mi-carrière et en fin de carrière. Cette fameuse période de reconversion, interne et externe, on y reviendra, qui va remplacer PROA et Transco à partir du 1er janvier prochain.
avec effectivement plutôt, on le voit, des formations de courte durée qui sont visées, 150 à 450 heures sur 12 mois. Donc très tôt, nous sommes intervenus auprès du MEDEF pour leur communiquer la spécificité de nos formations en santé réglementées, et nous avons pu obtenir que par accord de branche d'ailleurs ou d'entreprise, eh bien cette durée puisse être portée pour cette période de reconversion jusqu'à 2100 heures réparties sur 36 mois. L'objet de cette période de reconversion est de faciliter l'accès à la certification, donc les certifications inscrites au RNCP, au CQP, également au bloc de compétences, ce qui pourrait d'ailleurs nous servir potentiellement pour nos formations en santé, et à CLEA et dans le cadre également de la VAE. Bon, par ailleurs, il y a eu un certain nombre de dispositifs, notamment des négociations obligatoires dans les entreprises d'au moins 300 salariés sur l'emploi, les compétences et les salariés expérimentés qui ont été introduits. Également, une obligation de négociation sur les seniors au niveau de la branche. Et finalement, tout le volet valorisation de l'expérience avec le nouveau contrat, notamment de valorisation de l'expérience et le tutorat, donc en lien étroit avec notre sujet formation professionnelle. Tout cela dans un objectif que ce soit de l'ANI et puis ensuite de la loi, puisque la loi transpose l'ANI, eh bien dans un objectif de sécurisation des parcours et de renforcement des compétences, avec, il faut le dire, une action de conviction accrue de nos organisations dès en fait finalement cette négociation de l'ANI pour essayer de retrouver en fait les spécificités de nos formations en santé, ce qui, on le verra après, est un peu plus problématique sur l'aspect financement. Alors, si on revient à notre accord de branche, avant d'étudier son articulation avec les nouvelles dispositions au fil des dispositifs, enfin les nouvelles dispositions légales, pardon. Donc, sur notre accord de branche, on a optimisé finalement tout ce qui est utilisation des fonds conventionnels, donc les fonds conventionnels mutualisés. On avait déjà, vous le savez, dans notre accord signé en 2021, eh bien une mutualisation, on va dire classique, pour soutenir des diplômes cœur de métier et en articulation avec les dispositifs légaux. Eh bien, on a évolué dans cet accord signé en juillet 2025 vers un pilotage plus stratégique, avec plus de souplesse, puisque on a une gestion financière qui est optimisée, avec une section paritaire professionnelle qui ensuite prend des décisions ou propose des délibérations au CA de l'Opco Santé, qui peut, par exemple, décider d'une fongibilité des enveloppes. Donc, quand je dis fongibilité des enveloppes, c'est que vous le savez, on a une enveloppe qualification qui représente 80% des fonds conventionnels mutualisés et une enveloppe professionnalisation qui représente 20%, eh bien, en cas de sous-consommation, en octobre d'une année, on peut tout à fait décider en SPP de mutualiser les enveloppes, ce qui permet évidemment une consommation optimale des fonds. De cette manière, on a également donné plus de marge de manœuvre à la CPNE, puisque on a certes élargi dans notre accord de 2025 les certifications pouvant être financées sur les fonds conventionnels, y compris pour des diplômes d'État, cœur de métier, manipulateur radio par exemple, mais on a aussi donné la possibilité à la CPNE de pouvoir adapter cette liste de certifications éligibles à un financement sur les fonds conventionnels. Donc, finalement, on a un outil créé par cet accord de branche d'adaptation et d'attractivité supplémentaire, en fait, qui fait levier en fait, par rapport aux fonds légaux. Donc, si on en vient au tableau qui suit, on a de manière très synthétique ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire en fait des actions éligibles qui étaient à l'époque importantes, mais qu'il a fallu actualiser. Donc, on a maintenant, par exemple, l'ensemble des DU, des DIU, et on a ajouté également des cœurs de métier, tenu compte également des dernières formations du dispositif transitoire IBOD, et une liste modifiée par la CPNE. On a également des actions éligibles à la professionnalisation qui ont évolué. On n'est plus uniquement sur la prévention des risques et la QVT. On a aussi ajouté une orientation transition écologique et numérique et intelligence artificielle. Et puis, dans cet objectif de fongibilité et de souplesse dans l'utilisation des fonds, on a supprimé l'enveloppe publique prioritaire. Les publics prioritaires sont toujours prioritaires, comme leur nom l'indique, mais leurs formations sont prises en charge dans le cadre des enveloppes qualification et professionnalisation. Le découpage en de nombreuses sous-enveloppes, on l'avait vu, ne permettait pas une gestion optimale, donc c'est un sujet qu'on a amélioré et ces dispositions sont applicables depuis le conseil d'administration de l'OPCO du 24 septembre dernier.
En ce qui concerne donc les impacts opérationnels sur le sujet du plan de développement des compétences, mais également sur le sujet des financements associés, notamment les fonds conventionnels mutualisés, l'OPCO poursuit son travail de communication, de promotion des priorités de branche, mais également de l'ensemble des financements qui peuvent être mobilisés pour venir financer les plans de développement des compétences, soit dans la relation avec les conseillers emploi-formation sur le terrain, soit à travers des réunions qu'on appelle les cercles des adhérents, qui permet, pour l'OPCO en tous les cas, de réunir les adhérents d'une branche et présenter l'ensemble des financements et de l'offre de services que nous pouvons leur proposer. Mais on a également les newsletters que vous pouvez recevoir si vous êtes abonné, ou des mailings, voilà, que vous devez recevoir régulièrement. Parallèlement à ça, nous allons également poursuivre tout le travail de proximité que nous menons avec la section paritaire professionnelle, donc qui est une instance paritaire spécifique à la branche HP, et dont la mission principale, c'est réellement de suivre et de piloter l'ensemble des financements, dont les fonds conventionnels, avec réellement un souci de veiller à la bonne mobilisation de ces financements tout au long de l'année. Effectivement, Fabienne en a parlé très récemment, une décision du conseil d'administration de l'OPCO suite à une recommandation de la section paritaire professionnelle, qui est de lever en fait le nombre de formations qualifiantes, finançables sur l'enveloppe qualification des fonds conventionnels pour l'année 2025. Donc, si vous avez des dossiers, en tous les cas, concernés, n'hésitez pas à nous les adresser. La seule limite qu'on a pour 2025, ce sont les enveloppes financières. Et pour 2026, une deuxième décision qui a été prise en conseil d'administration, c'est effectivement de lever le nombre de dossiers qualifiants financés pour certaines certifications, dont les DU notamment, donc pour l'année 2026. Voilà. Donc les conseillers, de toute façon, sont à votre disposition si vous avez des questions précises sur ces points. Bien, sur le contrat d'apprentissage, on ne peut que remarquer une évolution des objectifs conférés à ce contrat. C'est vrai qu'en 2021, le contrat d'apprentissage était vu de manière plutôt quantitative et donc l'objectif c'était de doubler le nombre d'apprentis pour pallier en fait aux pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs sanitaires et médico-social. Donc l'apprentissage était vu en fait juste comme un levier d'intégration dans le secteur et donc une prime était accordée aux maîtres d'apprentissage. Dorénavant, en 2025, il y a beaucoup plus la volonté de faire dans le qualitatif et donc de valoriser les parcours des apprentis et de les fidéliser dans nos secteurs, notamment par une meilleure qualité de l'accueil. Donc, dans ce cadre-là, un livret d'accueil va être mis en place en CPNE. Et l'idée est de maintenir évidemment la reconnaissance de la mission des maîtres d'apprentissage. Donc, dorénavant, le contrat d'apprentissage peut être mobilisé comme un dispositif en fait de promotion, mais aussi de reconversion pour les salariés qui sont en poste et qui sont bien sûr éligibles à ce dispositif. Alors, sur l'apprentissage, on a souhaité maintenir, avec nos organisations décisionnaires et également, bien sûr, les partenaires sociaux, une valorisation et une indemnisation donc de la fonction de maître d'apprentissage. On est dans un contexte budgétaire qui est de plus en plus contraint au fil des années et il n'y a plus aujourd'hui de versement en fait par l'OPCO Santé d'aide à l'exercice de la fonction tutorale parce que finalement cette aide dans le cadre d'une grande enveloppe alternance qui a été entre guillemets cannibalisée par les contrats d'apprentissage eh bien ne peut plus être versée, c'est-à-dire des arbitrages ont dû être réalisés. D'autre part, vous n'êtes pas sans savoir que un certain nombre de mesures successives ont alourdi pour les entreprises le coût de l'apprentissage. Donc, il nous fallait pouvoir trouver une position, je dirais, mesurée lors de cette négociation de l'accord de branche, avec notre volonté affirmée de notre COMEX et de notre conseil d'administration de maintenir une indemnité de maître d'apprentissage et de tuteur pour les salariés en contrat de professionnalisation, mais peut-être d'en réviser le montant. Donc, jusqu'à cet accord, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord de branche, eh bien, la prime était de 90 € brut par mois, portée à 140 € brut par mois lorsque le maître d'apprentissage encadre 2 apprentis ou, le cas échéant, un apprenti et un salarié en contrat de professionnalisation. Donc, pour les contrats conclus avant le 4 juillet dernier. En revanche,
Pour les contrats d'apprentissage conclus après, l'indemnité de maître d'apprentissage est une prime forfaitaire de 500 € brut versée à l'issue de 6 mois d'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, ou, c'est prévu de cette manière-là dans l'accord, 84 € brut par mois pendant les 6 premiers mois d'exercice de cette mission. Et elle est portée, cette prime forfaitaire, à 750 € brut à l'issue de 6 mois d'exercice de la mission, lorsque 2 apprentis ou un apprenti et un salarié en contrat de professionnalisation sont encadrés, ou 125 € brut par mois pendant les 6 premiers mois d'exercice de la mission. Donc la date d'application, comme je le disais, est celle finalement de l'accord de branche, c'est-à-dire le 4 juillet dernier, et ce qui effectivement montre qu'il y a les contrats conclus avant avec une indemnité sous l'ancien dispositif et les contrats conclus après avec l'indemnité forfaitaire telle qu'elle vient d'être présentée. Concernant donc le système de financement de l'apprentissage, nous avons intégré dans le document qui vous sera adressé plusieurs slides explicitant en fait les dernières évolutions liées donc au financement de l'apprentissage. Donc vous aurez les informations dans le cadre du document qui vous sera adressé dans un deuxième temps. Et donc voilà, il n'est pas prévu qu'on les présente aujourd'hui, mais vous aurez les informations et là aussi vous pourrez tout à fait contacter l'OPCO Santé si vous avez besoin d'avoir des précisions. Concernant la relation partenariale avec l'OPCO et au niveau opérationnel, pas de changement non plus. On est toujours sur une mission de promotion, de communication autour de l'apprentissage, de soutien évidemment de nos adhérents dans la mise en place de ce dispositif. Et nous travaillons beaucoup avec les CPNE, les commissions paritaires nationales de l'emploi, dans la fixation des coûts contrats. Les coûts contrats sont effectivement fixés politiquement. Nous, on intervient en soutien technique et nous faisons le relais en fait avec France Compétences qui valide l'ensemble des coûts contrats qui sont proposés par les branches professionnelles. Concernant le contrat de professionnalisation, les finalités de ce contrat ont évolué entre 2021 et 2025. En 2021, c'était un dispositif d'insertion en fait des publics les plus éloignés de l'emploi, avec donc un tutorat valorisé, donc différemment selon qu'on est dans le secteur sanitaire avec une prime ou dans le secteur médico-social avec une majoration dans la grille conventionnelle. Et le financement de ces contrats était fait sur la base des coûts contrats appliqués aux contrats d'apprentissage. Dorénavant, en 2025, il y a eu un certain nombre d'innovations, et notamment l'intégration de la VAE, et ainsi que la logique de parcours certifiant avec l'arrivée de la VAE inversée. Donc l'objectif, évidemment, est toujours de maintenir la valorisation de la mission de tuteur, donc forfaitaire pour notamment le secteur sanitaire. Et on peut dire que c'est un outil au service de la professionnalisation et de la reconversion, en fait, et de la montée en compétences de nos personnels. Donc sur la partie financement, Marjorie l'a dit, c'est-à-dire qu'en effet, on avait finalement un financement des contrats de professionnalisation calqué tel quel sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, mais vous n'êtes pas sans savoir que la méthode de détermination de CNPEC a évolué au fil du temps et que finalement, les coûts contrats ont plutôt eu tendance à baisser, avec des marges de manœuvre laissées aux branches qui sont de plus en plus ténues. Donc, dans cet accord signé au mois de juillet, nous avons décidé de revoir en fait ces modalités de financement et plutôt de renvoyer à la CPNEFP le fait de fixer un forfait sous forme de taux horaire et qu'elle puisse adapter en fait par la suite. C'est ce qui a été fait par la CPNEFP du 21 octobre dernier et qui a été entériné, mais sans difficulté, l'accord l'ayant confié à la CPNE par le conseil d'administration de l'OPCO Santé, le dernier conseil du 19 novembre. Donc finalement aujourd'hui, enfin plutôt à compter, excusez-moi, du 1er janvier 2026, eh bien on aura une prise en charge des contrats de professionnalisation qui va dépendre de ces taux horaires, 13 € par heure hors DEAS et DEAES, puisque la CPNEFP a décidé pour ces deux certifications d'un forfait horaire de 14 €.
Voilà. Donc, on a toujours, selon le référentiel de formation, un nombre d'heures maximum prises en charge et des stages pratiques obligatoires, tels que prévu au référentiel de formation, pris en charge, le tout dans la limite des coûts réels de la formation. Et donc, pour les contrats de professionnalisation signés à compter du 1er janvier prochain. Alors, nous allons faire un zoom rapide sur un contrat de professionnalisation un peu particulier. Il s'agit des VAE inversés. Effectivement, il s'agit d'un contrat en alternance, plus précisément un contrat de professionnalisation financé donc sur les fonds de l'alternance. Néanmoins, la petite particularité, c'est qu'on est sur une alternance qui va intégrer pendant le temps du contrat de travail des temps de formation en situation de travail et qui vont donc permettre à l'alternant de valider des blocs de compétences en amont du moment de validation de la certification ou du diplôme à la fin de son contrat en alternance. Donc, il s'agit bien d'un contrat en alternance financé sur les fonds de l'alternance et pour l'ensemble des branches, dont la branche HP, au sein de l'OPRO-Santé, ces contrats de professionnalisation sont financés à hauteur de 9 000 € par an et vous avez donc sous les yeux l'ensemble des postes de frais concernés. Et en ce qui concerne en tous les cas les adhérents de la branche de l'hospitalisation privée, c'est un dispositif, un outil fortement mobilisé au service des politiques formation des entreprises. Ensuite, sur l'indemnisation de la fonction de tuteur, je dirais qu'on est exactement sur les mêmes modalités prévues par l'accord de branche que pour l'indemnisation de la fonction de maître d'apprentissage. Une particularité, c'est que dans le secteur médico-social, les tuteurs, spécifiquement, donc de salariés en contrat de professionnalisation, bénéficient d'une majoration dans la grille conventionnelle. Autrement dit, les dispositions ci-dessous qui s'appliquaient à hauteur de 90 € bruts par mois, vous l'avez compris, jusqu'à l'entrée en vigueur en juillet dernier de notre accord, et de 140 € par mois pour deux salariés en contrat de professionnalisation ou pour un apprenti et un salarié en contrat de professionnalisation, ne s'appliquaient que dans le champ sanitaire. Et dorénavant, donc depuis le 4 juillet dernier, date d'entrée en vigueur de notre accord de même disposition d'indemnisation de tuteur que celle qui s'applique au maître d'apprentissage, c'est-à-dire une prime forfaitaire de 500 € bruts versée à l'issue de 6 mois d'exercice de la fonction de tuteur, 84 € bruts par mois pendant les 6 premiers mois d'exercice de cette mission, et cette prime étant portée pour deux salariés encadrés à 750 € bruts à l'issue de 6 mois ou 125 € bruts par mois pendant les 6 premiers mois. Donc finalement, même disposition que pour le maître d'apprentissage prévu dans notre accord, à la différence près que dans le secteur médico-social, les tuteurs bénéficient d'une majoration dans la grille conventionnelle et pas des dispositions de l'accord de branche. Alors sur cette slide, je vais aller vite parce qu'il n'y a pas forcément énormément de changements par rapport à ce que nous faisions jusqu'à présent au niveau de l'OPCO-Santé dans le cadre des contrats de professionnalisation en lien avec nos adhérents et en lien avec les centres de formation. Néanmoins, nous serons bien sûr à la manœuvre pour communiquer sur les évolutions liées à l'accord de branche, notamment donc la revalorisation, en tous les cas les évolutions liées à l'accord de branche concernant les indemnités de tuteurs. Alors, sur la proie, on ne peut pas regarder l'accord de branche sans effectivement tenir compte de ce qu'on a introduit avec Nelly tout à l'heure, c'est-à-dire la nouvelle loi en fait du 24 octobre. Pourquoi? Puisque finalement, au moment où nous avons signé, vous l'avez compris, cet accord, notre objectif était de garantir, comme l'a dit Bertrand Sommier tout à l'heure, une continuité des prises en charge. Or, si nous ne prévoyions pas en juillet dernier, les dispositions relatives à proie dans l'accord, ne sachant pas comment allait évoluer l'ANI et surtout sa transposition dans la loi, nous aurions pu arrêter des prises en charge à la date du 31 décembre de cette année si proie avait perduré. Donc c'était notre responsabilité de le prévoir. On a concrètement élargi un certain nombre de formations. On a élargi la liste des certifications éligibles à proie, mais quoi qu'il en soit, nous devons attendre l'extension pour que ces certifications
nouvelles puissent être financées au titre de proie. Donc, force est de constater à la date du 26 novembre que il n'y aura probablement pas d'extension avant la fin de l'année et que donc les nouvelles certifications dont nous avions prévu l'extension dans le cadre du dispositif proie probablement ne pourront pas être prises en charge à ce titre. J'en profite néanmoins pour vous dire, c'est important et c'est assez rare pour le signaler, puisque habituellement, vous le savez, comme il y a une forte demande au titre de la proie, tous les ans, l'enveloppe est entièrement consommée. Exceptionnellement, cette année, il reste 1,3 million à cette date. Donc, si vous avez des demandes au titre de proie, donc d'actions éligibles en vertu des anciens accords, c'est-à-dire de l'accord de 2021 et même de l'accord de 2019 qui avait été prorogé relatif à la proie, surtout n'hésitez pas à faire vos demandes auprès de l'OPCO Santé. Donc il reste actuellement 1,3 million. Après, effectivement, de toute façon, à compter du 1er janvier prochain, PROA n'existera plus et on a d'ores et déjà les projets de décret en cours de circulation sur la période de reconversion. Juste signaler quand même qu'il y a vraiment une efficience, en particulier à l'aide des services de l'OPCO, que je tiens à remercier, qui a été mise en œuvre notamment ces dernières années, puisque grâce à l'articulation dans une logique de cofinancement de PROA avec le projet de transition professionnelle, avec les fonds conventionnels mutualisés, voire en utilisant les 3 dispositifs, eh bien, on a pu consommer l'intégralité des enveloppes d'une part, mais cofinancer de nombreux parcours diplômants, plus que dans les années précédentes. Donc sur les actions éligibles, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, étant donné que, encore une fois, les nouvelles actions éligibles de par notre accord, comme elles sont soumises à une extension qu'on risque de ne pas avoir dans ce délai avant la fin de l'année, très probablement ne seront pas ouvertes à la proie. Donc si vous faites vos demandes au titre des 1,3 million, vous reprenez les listes existantes et bien entendu, le pôle social est à votre disposition pour pouvoir vous éclairer sur le sujet et les services de l'OPCO également. Donc, la nouvelle période de reconversion, elle fait beaucoup parler d'elle et depuis longtemps, puisque nous-mêmes, nous avons réagi dès notre participation aux réunions du MEDEF, dès le printemps dernier, lorsque les négociations interprofessionnelles dont je parlais tout à l'heure sur la période de reconversion se sont engagées. Donc, on a compris que la PROA et Transco ne seront plus applicables au 1er janvier prochain et que ce sera ce nouveau dispositif qui permet finalement une mobilité interne ou externe qui va être le seul dispositif, en fait, à la main de l'employeur. Alors, je dis à la main de l'employeur parce que vous l'avez vu dans les différents commentaires qui ont pu être publiés, le PTP, donc dispositif de reconversion à la main du salarié, demeure. Mais à la main de l'employeur, nous n'aurons plus ni PROA ni Transco, mais ce dispositif double de reconversion en vue de la mobilité interne ou externe, en vue donc de l'acquisition des certifications RNCP, etc., que je citais tout à l'heure et qui sont présentées ici. Alors, sur la durée, nous pourrons agir puisque nous avons été entendus et que finalement, dès l'accord interpro, il y a cette possibilité, par accord de branche ou d'entreprise, d'étendre la durée à 2100 heures, réparties sur 36 mois. Cependant, on est relativement encore mobilisé sur le financement de cette nouvelle période de reconversion. Alors, on s'est mobilisé auprès du MEDEF, mais également du Parlement et du gouvernement dès le mois de juin dernier, puisque circulait déjà un forfait de prise en charge relativement bas, de 5 000 € par période, qui malheureusement a l'air d'être confirmé par les projets de décret qui circulent en ce mois de novembre. C'est-à-dire que concrètement, les branches pourront proposer aux opérateurs de compétences, c'est ce qui est expliqué dans la loi, des forfaits pour les formations donc, qui pourront être financées par le biais de ces périodes de reconversion, mais tout cela étant limité par un forfait moyen fixé
par voie réglementaire, qui, dans le cadre des projets de décret, reste fixé à 5 000 euros. Donc, sur ce sujet, nous nous mobilisons fortement aux côtés de l'OPCO Santé et bien sûr auprès du gouvernement et avec l'aide et l'appui des autres fédérations de la santé privée pour obtenir la prise en considération des spécificités des formations en santé, aides-soignants et IDE en particulier, puisque on voit que aujourd'hui le financement par le biais de PROA est beaucoup plus important, d'autant plus avec l'articulation dont on parlait tout à l'heure avec les autres fonds, et que réduit à 5 000 euros, ça va énormément réduire nos capacités de formation. Donc on agit de manière forte, et si nous le pouvons, nous agirons même paritairement, notamment par l'intermédiaire de l'OPCO Santé, de manière à ce que la dotation prévue déjà au titre de cette période de reconversion ne passe pas de 30 millions à 2 millions, mais également que le forfait de 5 000 euros puisse ne pas nous être imposé et qu'un régime d'exception, par exemple, puisse être pris en considération, puisque finalement, nous sommes sur des professions de santé réglementées dont nous ne maîtrisons pas le coût et la durée. Voilà, donc on attend et on continue à se mobiliser puisque les décrets ne sont pas publiés, vous l'avez compris. Alors, nous allons partager ensemble les grands contours de ce dispositif et on va commencer par la période de reconversion interne qui, vous allez voir, dans ses modalités de fonctionnement ressemble malgré tout pas mal à la PROA que nous connaissons. On a dans la mise en œuvre de ce dispositif deux acteurs, deux protagonistes, le salarié qui souhaite faire une période de reconversion et son employeur. Et le principe, c'est donc de faire cette période de reconversion, de la déployer chez son employeur. Et dans ce cas-là, donc le contrat de travail est maintenu et il y a la nécessité de formaliser dans le cadre d'un accord écrit toutes les modalités de mise en œuvre de cette formation dans le cadre d'une période de reconversion. Vous avez là les durées prévues par la loi et par accord de branche, on peut aller au-delà, donc jusqu'à 2100 heures et sur 36 mois. Et en termes de financement, même si effectivement on n'a pas tous les éléments aujourd'hui, on sait qu'on est sur un dispositif qui sera financé sur les fonds de l'alternance et donc l'OPCO prendra en charge, au regard des décrets qui sortiront, sur la base des barèmes qui seront fixés par décret, ce dispositif sur les fonds légaux, donc sur les fonds de l'alternance. Les employeurs vont pouvoir mobiliser soit leur budget formation, donc le compte investissement formation adhérent, si en tous les cas ils confient la gestion de ces financements à l'OPCO, et il pourra y avoir également une contribution à travers les fonds conventionnels s'il y a un accord de branche qui le prévoit. Et le salarié va pouvoir co-investir en mobilisant son compte personnel de formation et dans la limite de 50% de ses droits. On va basculer maintenant sur la période de reconversion externe. Voilà, je ne vais pas reprendre tous les éléments puisqu'on retrouve finalement de manière globale tout ce qui la même chose, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la période de reconversion interne. La petite différence, c'est que la contribution du salarié dans le cadre du compte personnel de formation peut aller jusqu'à 100% de ses droits. Mais sinon, toutes les autres modalités sont les mêmes que la période de reconversion interne. Maintenant, si on va finalement plus loin sur ce dispositif, rapidement, et sans rentrer dans les détails, néanmoins, vous allez voir que c'est un petit peu différent de la période de reconversion interne. Dans la reconversion externe, il y a trois acteurs. Il y a l'employeur, et qu'on va appeler employeur A, il y a le salarié, et il y a l'employeur d'accueil, qui est l'employeur B, chez lequel le salarié va souhaiter faire sa période de reconversion, donc en externe, chez une autre entreprise. Dans ce cas-là, l'employeur A doit disposer d'un accord d'entreprise ou à défaut d'une décision unilatérale, voilà, pour permettre en tout cas la mise en œuvre de ce dispositif. Et un accord tripartite va devoir effectivement se mettre en place entre les trois protagonistes. Dans ce cas-là, il y a une suspension du contrat de travail du salarié avec son employeur, qui est l'entreprise A, et il va donc signer un nouveau contrat avec l'entreprise B, donc chez qui il souhaite faire sa période de reconversion. Et la période d'essai va être une période importante, puisqu'au terme de la période d'essai, le salarié va avoir le choix, soit de revenir vers son employeur initial, l'entreprise A, et reprendre son poste,
donc il arrête, voilà, avec l'entreprise B, il rompt le contrat pendant la période, à la fin de la période d'essai. Soit il souhaite poursuivre chez l'employeur B et donc continuer sa période de reconversion dans l'entreprise d'accueil, donc l'entreprise B. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une rupture du contrat avec l'employeur initial qui est l'entreprise A. Bon, j'ai essayé de le schématiser pour être la plus pédagogue possible, mais en tous les cas, nous sommes évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Mais le fonctionnement globalement, hein, il est celui-ci. Et comme l'a dit Fabienne, nous attendons évidemment l'ensemble des règles du jeu autour de ces dispositifs pour pouvoir demain avoir la visibilité du cadre que nous allons poser, que ce soit au niveau des branches, au niveau de locaux, techniquement, pour permettre son déploiement. Et puis évidemment, nous allons communiquer auprès de nos adhérents. En effet, sur ces sujets, on attend encore beaucoup d'éléments et on ne reste pas inactif, c'est-à-dire qu'on continue véritablement à intervenir, que ce soit encore une fois auprès du ministère, du MEDEF, enfin voilà, et dans le cadre d'actions concertées avec les autres fédérations et locaux. C'est important de le dire, puisque tout va être, encore une fois, à l'origine déjà, dans le cadre des dotations en fait financières qui vont être allouées en fait sur les fonds légaux. C'est-à-dire qu'évidemment le format de ces dotations va déjà être déterminant, puisque par exemple au niveau de l'OPCO Santé, on était plutôt parti avant cette loi pour l'année prochaine sur finalement un besoin, puisqu'on voit qu'il y a un besoin au titre de PROA aujourd'hui qui est évident pour l'ensemble des fédérations du champ de la santé privée et médico-sociale. On était parti sur un besoin de 60 millions. Donc vous imaginez bien qu'on va accorder une importance particulière et que dans notre action de conviction, on va demander à ce qu'on ait une dotation financière la plus élevée possible. Force est de constater néanmoins que l'enveloppe est quand même beaucoup plus réduite pour ces actions et que donc on voit le reflet de cette réduction en fait de cette enveloppe fermée finalement dans le cadre du forfait pour lequel encore une fois nous demandons ce régime d'exception. C'est important, tout n'est pas encore figé et on est très attentif au texte en cours de diffusion. Donc on aura aussi notre rôle à jouer dans le cadre des négociations de branche. Alors vous le verrez, vous l'avez déjà vu, dans la loi, on a finalement le renvoi sur ce dispositif en particulier à des négociations d'entreprise, à des négociations de branche, avec des particularités selon les effectifs, le niveau d'effectifs des entreprises. Donc on a un petit peu plusieurs acteurs qui interviennent finalement dans le cadre du même dispositif, et on a l'OPCO aussi, puisqu'on voit que les branches doivent être force de proposition justement sur les modalités de financement. Quoi qu'il en soit, nous avions une CPPNI hier, c'est-à-dire une négociation de branche, et à notre feuille de route sociale 2026, donc feuille de route sociale prévisionnelle, parmi les thématiques de négociation de branche envisagées, il y a précisément le sujet de la période de reconversion, puisque évidemment, la branche a son rôle à jouer, alors en lien avec la CPNE et bien sûr avec l'OPCO, vous l'avez compris, sur les modalités de financement, mais aussi sur la durée des actions, sur les publics également et les certifications prioritaires. Et il va falloir sans doute que l'on regarde le sujet du découpage en blocs de compétences. Donc on va avoir de toute façon cette discussion au niveau de la branche pour laquelle vous serez associés, informés. C'est un chantier qui de toute façon va avoir lieu au niveau de notre branche professionnelle. Et bien sûr, les CPE-NEFP seront associés afin notamment de fixer les diplômes et publics prioritaires ainsi que les barèmes de prise en charge. Donc on va avoir finalement un trio négociation de branche, donc au niveau de la CPPNI, au niveau du CA de l'OPCO Santé et probablement également en SPP, voire en commission alternance, puisque c'est un dispositif d'alternance, et puis avec une CPE-NEFP qui aura tout son rôle à jouer également. On va faire un petit focus sur les évolutions du CPF. Donc le CPF en 2021 également était un outil individuel et le CPF permettait en fait aux salariés de financer des formations certifiantes ou professionnalisantes, mais de manière, on va dire, assez autonome. Même si son employeur pouvait participer, on peut dire qu'en 2021, le CPF était un dispositif quand même centré sur la responsabilité individuelle du salarié. En 2025, les choses ont évolué puisque le CPF s'inscrit beaucoup plus dans une logique de co-investissement. Donc le CPF s'intègre en fait dans le dispositif PROA
et il s'intégrera dans le dispositif des périodes de reconversion, mais il s'intègre également dans le plan de développement des compétences en favorisant en fait des parcours qualifiants, sécurisés et donc on va dire collectifs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les dotations des employeurs sur le CPF du salarié, en fait, ça deviennent en fait des leviers de co-construction en fait d'un dispositif de formation, donc avec la possibilité d'une prise en charge sur les fonds conventionnels mutualisés ou sur le CIFA, donc toujours via l'Opco Santé, bien sûr. Alors, en ce qui concerne l'OPCO, ce n'est pas nous qui gérons les comptes personnels de formation, c'est la Caisse des dépôts. Néanmoins, nous sommes en lien avec eux et échangeons régulièrement sur la mise en place de reporting ou de bilan dans la mobilisation des comptes personnels de formation, notamment pour nos secteurs. Mais surtout, notre principale mission, c'est de pouvoir faire connaître à nos adhérents toutes les modalités d'articulation du CPF avec l'ensemble des financements qui sont gérés par l'OPCO. Donc voilà, Marjorie en a parlé tout à l'heure. Effectivement, la possibilité, par exemple, de pouvoir demander le remboursement à l'OPCO d'une dotation employeur effectuée sur le compte personnel de formation d'un salarié dans le cadre d'une co-construction. Il est tout à fait possible de passer par l'OPCO pour pouvoir se faire rembourser cette dotation employeur. Alors, sur l'entretien professionnel, nous avons déjà beaucoup de questions. L'avantage d'avoir été en négociation de branche sur ce sujet au moment où il était discuté dans le cadre de la négociation interprofessionnelle, c'est qu'on a pu anticiper finalement les dispositions légales qui à l'époque étaient des dispositions évidemment à venir et qui ont été, vous l'avez compris, transposées dans la loi du 24 octobre. Donc, on a un accord de branche qui déjà, indépendamment de ces nouvelles dispositions légales dont on ne savait pas qu'elles s'appliqueraient à cette période-là, assouplit l'organisation de l'entretien. C'est-à-dire que dans cet accord de branche, on n'a pas réduit finalement le nombre d'entretiens organisés, mais on a précisé qu'il y avait 2 entretiens à organiser au cours d'une période en fait de 6 ans, plus bien sûr l'entretien bilan à 6 ans, et que finalement c'était en fonction du fonctionnement de l'entreprise, eh bien que les dates de ces 2 entretiens pouvaient être organisées, sauf si le salarié demandait expressément à ce que l'entretien ait lieu précisément au bout de 2 ans. Bon, sur ce sujet-là, on a quand même anticipé justement la loi en écrivant dans l'accord que si des modalités finalement législatives et réglementaires intervenaient et modifiaient les règles afférentes à l'entretien, eh bien finalement, ce seraient ces dispositions législatives et réglementaires qui s'appliqueraient, à partir du moment bien sûr où elles ont le même objet. Conclusion, eh bien, cette loi a été prise, puisque la loi de transposition de l'ANI est celle du 24 octobre. Elle prévoit un entretien tous les 4 ans, c'est-à-dire vous savez que le premier doit être organisé dans l'année suivant l'embauche du salarié, et ensuite tous les 4 ans avec un bilan à 8 ans. Donc, notre accord de branche ayant anticipé cette nouvelle mesure, eh bien, elle est applicable, cette disposition légale qui revoit la périodicité de l'entretien à 4 ans, un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans plus un bilan à 8 ans, c'est applicable pour nous depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2025, cette entrée en vigueur étant le 26 octobre précisément. Après, vous pouvez, le cas échéant, avoir des accords d'entreprise. Et dans ce cas-là, effectivement, vous êtes dans l'obligation de les renégocier si si vous avez prévu dans ces accords d'entreprise des modalités différentes. Tout cela avant, donc révision de vos accords d'entreprise s'ils existent sur ce sujet, avant le 1er octobre 2026. Et si vous n'y parvenez pas ou ne le faites pas, eh bien de toute façon, ce seront les nouvelles dispositions légales à cette date-là qui s'appliqueront. Mais si vous n'avez aucun accord d'entreprise, eh bien finalement, notre accord de branche, depuis le 26 octobre dernier, vous permet d'appliquer la périodicité de l'entretien, porté donc à tous les 4 ans avec un bilan à 8 ans. Alors c'est un entretien qui dans son contenu
a priori, est plus complet que l'entretien professionnel que vous connaissez. Néanmoins, voilà, il faudra qu'on voit en pratique, puisque finalement, on retrouve un certain nombre d'items qui d'ores et déjà étaient abordés en fait lors des entretiens dans les services. Alors, vous avez là sous les yeux un document qui récapitule l'ensemble des éléments qui ont été très bien explicités et détaillés par Fabienne. Peut-être ce qui est important à souligner, c'est que l'Opco-Santé dispose d'une offre de service, en tout cas liée au départ à l'entretien professionnel. Et donc, nous sommes en train d'actualiser l'ensemble de cette offre de service pour que nos adhérents, en tous les cas, puissent la mobiliser. Et pouvoir effectivement faire appel à un soutien méthodologique ou à de l'outillage dans la mise en œuvre de ce dispositif. Et les salariés, quant à eux, pourront faire appel au conseil en évolution professionnelle pour effectivement donc les accompagner dans la préparation de cet entretien. Mais effectivement, l'ensemble des éléments que vous avez sous les yeux ont été déjà présentés, donc je ne vais pas m'y attarder. De toute façon, il y aura un soutien finalement de l'OPCO et probablement en lien avec la CPNE sur ce sujet-là, puisque en plus notre accord de branche sur l'entretien professionnel prévoyait effectivement un accompagnement, une forme d'outil en fait pour faciliter les entretiens. Alors en synthèse, beaucoup de choses ont été dites, tant dans la philosophie et l'esprit de l'accord de branche, mais aussi au niveau très technique et opérationnel. Rapidement, pour synthétiser cette slide, et ça a déjà été dit, on est sur un accord de branche qui s'inscrit réellement dans une dynamique de recherche d'efficience dans l'articulation des différents financements. Et ça se traduit réellement par tout le travail de coopération, de partenariat, de proximité que nous avons avec les représentants de la branche pour que l'ensemble des outils issus de la loi, mais également issus de l'accord de branche, soient au service des politiques formation et au service de la sécurisation des parcours. Et je profite en tous les cas pour remercier également les représentants de la branche HP et Fabienne, évidemment, voilà, pour ce travail de qualité et pour la confiance que vous nous accordez. Juste en conclusion, vous dire que l'accord donc est prévu pour 4 ans. Alors plus exactement, compte tenu de sa date de signature, pour 4 ans et demi, donc jusqu'au 31 décembre 2029. Donc avec une date d'application, vous l'avez vu, au 4 juillet dernier. Néanmoins, vous l'avez compris au fil de notre déroulé, et j'en profite pour redire que vous aurez en fait le diaporama. Et bien finalement, les dates d'application de chacun des dispositifs revus en fait, eh bien dépendent quand même parfois de délibérations qui doivent simplement être prises en conseil d'administration de l'Opco Santé. Parfois, vous l'avez compris, pour optimiser par exemple la gestion des faux conventionnels, de décisions prises en SPP, donc section paritaire professionnelle, qui est en fait l'instance paritaire HP à l'Opco Santé, ou également en CPNE, qui a pris un certain nombre de décisions, par exemple sur les contrats de professionnalisation et leur financement, décisions qui s'appliqueront de manière effective à partir du 1er janvier prochain. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions fait une note de décryptage que nous rediffusons régulièrement avec nos newsletters RH, et qui en fait font un état des lieux avant-après et également reprécisent les dates d'application, au-delà bien sûr du conseil adhérent que nous dispensons auprès des adhérents. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe sur ce conseil, Laurence Mécano, Guillaume Ollery et Elsa Duponchel. Et bien sûr, je remercie les équipes de l'Opco Santé, déjà pour leur disponibilité, leur aide à la construction, à l'élaboration de cet accord, parce qu'avec les partenaires sociaux, nous avons eu besoin de bilan notamment, et d'expertise technique, et dans la déclinaison opérationnelle aujourd'hui. Je pense qu'avec le CINERPA, on est très écouté par rapport à ces déclinaisons pratiques en fait de notre accord. Je vous propose d'ouvrir un question-réponse. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il y a pu avoir des réponses d'ores et déjà apportées.
Donc, il nous reste à peu près une demi-heure. Oui, bonjour à toutes et à tous. Une bonne partie des questions qui ont été posées dans le chat ont reçu réponse. Néanmoins, il y a encore quelques interrogations qui font jour, notamment sur des dispositions qui étaient présentes ou mentionnées dans l'ancien accord de branche formation, sur par exemple le sort de la clause de dédéformation et également sur le sort ou le maintien de ce qu'il y avait dans l'accord de branche de 2021 sur l'engagement de servir dans le cadre du contrat d'apprentissage. Alors, sur ce sujet, en effet, merci Guillaume, dans le cadre de ces négociations, des arbitrages ont dû être pris. Vous savez, c'est un accord de branche comme un accord d'entreprise que vous connaissez. Il y a un équilibre à opérer et des concessions à faire de part et d'autre. Cette clause de dédéformation, que ce soit dans le cadre du contrat d'apprentissage tel qu'elle existait dans l'accord de 2021 ou dans le cadre plus général, typiquement, par exemple, d'une infirmière qui est formée en qualité d'IBOD, eh bien, ces deux types, je dirais, de clauses de dédéformation qui figuraient dans l'accord de 2021 ne figurent plus dans le cadre de cet équilibre global à avoir dans le cadre de notre accord de 2025 dans le nouvel accord. Alors, sur ce sujet, on est à votre entière disposition puisque, comme nous l'expliquent régulièrement nos conseils au niveau de la FHP et du CINERPA, qu'il y ait ou non des dispositions dans l'accord de branche, vous pouvez en fait prévoir des clauses de dédéformation. Et on tient à votre disposition d'ailleurs des modèles dont vous pouvez vous inspirer. À partir du moment où on est bien sur un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà de ses obligations légales et conventionnelles, à partir du moment où on est bien sur une clause qui tient compte du coût réel de la formation, qui précise la durée et le montant, et qui n'est pas excessive dans la durée de maintien, je dirais, dans l'emploi auquel le salarié s'engagerait, eh bien, il y a des possibilités qui sont prévues d'organiser ces clauses de dédéformation. Donc, ce que je vous engage à faire, c'est à vous rapprocher de nos services, que ce soit du CINERPA ou de la FHP, pour qu'en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit un contrat d'apprentissage ou une évolution professionnelle, finalement, parce que c'est souvent dans ce cadre-là, je prenais l'exemple de l'IDE devenant IBOD, pour qu'on puisse vous conseiller et vous donner les éléments essentiels à prévoir dans la clause. Merci beaucoup, Fabienne. On a également des questions sur l'articulation entre le dispositif de l'entretien professionnel et le nouveau dispositif de l'entretien de parcours professionnel, notamment sur la période transitoire, par exemple. Est-ce que cette nouvelle périodicité, comment est-ce qu'elle va s'appliquer par rapport aux établissements qui sont déjà ou qui ont déjà des entretiens professionnels? Est-ce que le compteur, par exemple, de durée, il est remis à zéro? Voilà, c'est des questions transitoires qui se posent sur ces sujets-là. Du coup, je prends la main pour répondre. C'est vrai que dans la loi de transposition, on n'a pas de disposition spécifique sur la transition entre l'ancienne périodicité et la nouvelle. Donc, tout ce qu'on dit ici, c'est la déduction qui pourrait être précisée par décret, mais a priori, c'est comme ça que ça se passera. Il faudra répercuter la nouvelle périodicité sur le rythme des anciens entretiens. Donc, a priori, si vous avez fait les entretiens de vos salariés l'année dernière, eh bien, il faudra réaliser les nouveaux entretiens de parcours professionnel dans 3 ans. Merci Salomé, on est tout à fait là-dessus dans les réponses qu'on apporte d'ores et déjà aux adhérents parce que, encore une fois, finalement, dans notre branche, on n'a pas de négociation à mener pour une mise en concordance avec cette nouvelle périodicité légale, puisqu'on avait anticipé, si je puis dire, dans l'accord lui-même, le fait qu'à partir du moment où de nouvelles dispositions législatives et réglementaires seraient applicables, c'est celle-ci qui devrait être appliquée et pas une survivance, en fait, des entretiens tous les 2 ans tels que prévu dans l'accord. Donc effectivement, on est régulièrement interrogé. C'est quand même un problème parce que cette loi ne prévoit pas de dispositif transitoire. Or, ça aurait été quand même bien, notamment sur ce sujet-là, que les choses soient très claires.
Mais néanmoins, on le voit dans la presse spécialisée, on a questionné aussi notre conseil et je confirme effectivement que finalement par rapport à la date des entretiens qui ont eu lieu, eh bien, vous appliquez à compter de cette date, par exemple si l'entretien a eu lieu en 2024, eh bien vous comptez 4 ans à compter de 2024. Bon, voilà, c'est notre interprétation. À ce stade, encore une fois, je n'ai pas vu d'interprétation contraire dans la presse spécialisée. Ce que nous dit le MEDEF, c'est qu'il pourrait y avoir des questions-réponses sur ce sujet et également un guide pratique, je crois, Guillaume, sur ce point. Tout à fait, il est en cours de préparation. Il sera normalement diffusé par le MEDEF, en tout cas dans le courant du mois de décembre. Et évidemment, via nos différentes newsletters, on vous en tiendra informé. Pour répondre à la question de Madame Tachot dans le chat, les entretiens annuels, c'est un autre dispositif que les entretiens professionnels et les entretiens de parcours professionnel pour lesquels la réglementation n'a pas été revue. Donc voilà, on est vraiment sur des dispositifs différents. Il y a d'autres questions qui ont été posées, notamment une qui était donc jusqu'au 31 décembre 2025, on peut signer une PROA qui fera l'objet d'un financement et à partir du 1er janvier 2026, c'est donc la nouvelle période de reconversion qui trouvera application parce que PROA justement sera plus financée et disparaîtra. Sur ce sujet de la proa, je sais pas, je me permets de m'adresser à Nelly et à ses équipes. Finalement, pour les contrats qui seraient signés avant la fin de l'année, puisque c'est encore possible jusqu'au 31 décembre, est-ce qu'on a obtenu quelques éclaircissements sur le maintien d'une forme de budget pour assurer la garantie de bonne fin tout au long du contrat et donc de tout simplement de la proa en elle-même pour les années à venir ou avez-vous eu des réponses de la DGEFP? Non, pas de réponse claire. Ce qu'on sait, c'est que pour les proas, en tous les cas, qu'on va recevoir là en fin d'année, dont les avenants au contrat de travail ont été signés en 2025, même si on reçoit les dossiers proa début 2026 et qu'on a des budgets encore sur l'enveloppe légale proa, on pourra tout à fait continuer à les financer sur des fonds légaux. L'inconnu que nous avons, c'est quel est le montant des budgets dont nous allons disposer pour financer ces dossiers. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Est-ce que ça sera dans l'enveloppe période de reconversion qui nous sera attribuée par France Compétences ou est-ce qu'on aura une enveloppe à part spécifique à ces dossiers qui auraient démarré en 2025, dont les avenants auraient été signés en 2025. Voilà. Et donc là Et aussi, peut-être, excusez-moi, juste peut-être un petit point pour rassurer les adhérents. Dans le cadre du partenariat que nous avons avec Certif Pro, nous avons effectivement des diplômes d'infirmiers dont la première année, notamment l'année 2025, sera financée par les AT Pro. Et il est prévu dans ce partenariat que les années 2 et 3 seraient financées sur la PROA. Oui, donc, nos équipes, normalement, ont dû se rapprocher des adhérents concernés pour que les avenants au contrat de travail soient signés cette année, pour que nous puissions l'année prochaine pouvoir les financer sur les budgets PROA que nous avons budgétés cette année et qu'on engagera donc que l'année prochaine sur la deuxième année du diplôme d'infirmier. Effectivement, c'est une précision très importante. On fait également différentes questions qui ont été posées sur les primes de maître d'apprentissage et de tuteur dans le cadre des contrats de professionnalisation. D'une part, l'articulation entre le montant de la prime qui est prévu par l'accord de branche de 2021, qui a été évoqué tout à l'heure, et le nouveau montant prévu par le nouvel accord de 2025, et également l'articulation et le versement de ces primes en cas de succession de contrats en alternance, de savoir comment ça se passe pour le maître d'apprentissage ou le tuteur.
Alors, sur ce sujet-là, dans l'esprit des négociations, c'est que finalement, pour les contrats, comme je le disais tout à l'heure, conclus avant le 4 juillet 2025, finalement, au moment de l'exercice de la mission de maître d'apprentissage ou de tuteur pour le salarié en contrat de professionnalisation, les règles applicables, c'était bien les 90 euros bruts par mois. Donc, au moment, finalement, où le contrat a été conclu, eh bien, c'était bien ces règles-là qui s'appliquaient. Donc, en lien avec notre avocat, eh bien, nous considérons que finalement, c'est bien cette indemnisation-là qui s'applique tout au long de l'exercice de la mission de maître d'apprentissage au titre de ce contrat conclu avant le 4 juillet 2025. Et évidemment, pour tous les contrats de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, l'esprit de la négociation, c'est bien de se dire à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 3 juillet 2025, c'est-à-dire au 4 juillet pour être précise, eh bien c'est bien le montant forfaitaire de 500 euros versé à l'issue des 6 mois ou effectivement les 750 euros s'ils ont le cadre de personnes qui seront donc qui sont d'ailleurs applicables depuis le 4 juillet. Voilà. Donc on est complètement sur cette règle-là qui nous paraît simple, claire, qui correspond à l'esprit de la négociation et par rapport à la date de conclusion des contrats conforme. Après sur la succession, je suis pas sûre de comprendre précisément la question. La succession de contrats, c'était est-ce que la prime, elle doit être versée, par exemple, un apprenti est recruté pour faire un premier contrat d'apprentissage, il a son diplôme et ensuite il reconclut un nouveau contrat d'apprentissage dans la même entreprise parce que il passe une formation complémentaire ou la suite de son diplôme. Est-ce que dans ce cas-là, le maître d'apprentissage doit à nouveau percevoir au titre de son encadrement une prime? Je dirais que si c'est dans le cadre d'un nouveau contrat, alors peut-être Salomé pourra compléter mes propos, je pense qu'il devrait pouvoir percevoir une indemnité selon les règles du nouvel accord de branche. Oui, nous validons. En tout cas, nous sommes en accord avec votre réponse, Fabien. Guillaume, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore une autre question sur l'entretien professionnel un sujet qui a pas mal animé les échanges, qui est de Madame Ferrier. L'établissement a un accord d'entreprise concernant les entretiens professionnels qui prévoit une périodicité d'entretien de 3 ans au lieu de 2. Et sa question est tout simplement de savoir s'ils doivent renégocier leur accord. Oui, dans ce cas-là, vous devez en principe renégocier votre accord. Effectivement, si vous n'aviez pas eu d'accord d'entreprise, mais bon, on peut comprendre que vous en ayez eu un puisque la périodicité pouvait tout à fait être négociée et plus conforme probablement au fonctionnement de votre établissement. Mais si vous n'en aviez pas eu, finalement, avec la clause d'anticipation prévue dans l'accord de branche, finalement, depuis le 26 octobre, vous auriez pu, appliquer directement les 4 ans. Mais là, vous êtes toujours, entre guillemets, sous le coup de votre accord d'entreprise, applicable, du coup, avec les 3 ans. Et donc, vous devez réviser, c'est ce que prévoit d'ailleurs la loi, hein, vous devez réviser votre accord d'entreprise. Soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas, et dans ce cas-là, si vous n'y arrivez pas à la date du 1er octobre 2026, eh bien de toute façon, ce seront les nouvelles dispositions légales qui s'appliqueront. Soit vous y arrivez et vous définissez donc un régime différent qui peut être calé sur celui de la loi. Bien, merci Fabienne. Et a priori, la dernière question qui nous est posée, qui est comment faire à partir de 2026 pour former une IDE et être financé correctement? Est-ce que des cofinancements pourront venir compléter la baisse des prises en charge au titre de la période de reconversion? Oui, c'est une très bonne question. Alors, les financements sont les mêmes, hein, effectivement, la proa disparaît, donc on va perdre effectivement ce levier de financement qui était précieux, hein, notamment pour les diplômes cœur de métier qui sont longs et coûteux.
mais on va continuer à pouvoir mobiliser les fonds conventionnels pour les formations qualifiantes, bien sûr à la hauteur des fonds disponibles. Nous avons également, en tout cas pour les établissements du secteur médico-social, des cofinancements précieux de la CNSA qui viennent abonder ces financements. Évidemment, on continue à rechercher des cofinancements. Et puis, il y a aujourd'hui une démarche proactive des branches auprès de l'État pour essayer, en tous les cas, de faire valoir les particularités du secteur de la santé et les besoins que nous avons en professionnels qualifiés. Donc, je n'ai pas de réponse plus satisfaisante que cela parce qu'on est à un carrefour et donc on aura plus de visibilité l'année prochaine. Il y a des financements, mais c'est vrai que l'enveloppe PROA était précieuse et nous la perdons en tous les cas à date et nous n'avons pas de visibilité des budgets que nous allons avoir dans le cadre de la période de reconversion. Ce qui est certain, merci Nelly pour ces précisions à date, parce que c'est vrai que c'est difficile de pouvoir vous répondre sur ces questions, puisque finalement tous les contours et toutes les modalités de financement de cette nouvelle période ne sont pas connus parfaitement, et on espère encore, pour être très clair, on l'a dit tout au long du webinaire, faire bouger les lignes sur ce sujet, puisque on a des besoins et vous avez des besoins en formation qualifiante importants et finalement sur des formations pour lesquelles vous n'avez pas la main. Elles sont réglementées par le Code de la santé publique en particulier. Alors, on pourra faire un certain nombre de choses, et y compris par le biais d'accords de branche. On a l'expérience du travail avec les AT-Pro, et donc l'articulation avec le PTP, et bien entendu qu'au niveau des instances de l'OPCO, ça a été abordé. Bien sûr que ce travail, demain également avec Certif Pro, qui prend un rôle un peu différent, puisque les AT Pro étaient beaucoup plus indépendants dans le système de gouvernance précédent. Bien sûr qu'il y aura des liens pour reconstruire des financements et des cofinancements qui soient les meilleurs possibles. On a aussi notre rôle à jouer en tant que négociateur de branche. Il faudra qu'on voit, mais il nous faut tout le dispositif réglementaire pour pouvoir le faire. Comment est-ce qu'on peut finalement articuler les financements, y compris les fonds conventionnels, puisque vous l'avez compris dans les textes, la nouvelle période de reconversion, elle ne pourra financer de toute façon en tant que telle que les coûts pédagogiques. Donc déjà, rémunération et frais annexes, ça ne sera pas possible. Donc évidemment, ça questionne sur la place, comme le disait Lenny, des fonds conventionnels et également des fonds volontaires, bien sûr, puisqu'il n'y a absolument pas d'interdiction là-dessus. Donc finalement, on voit que une fois que ce sera un peu plus stabilisé au niveau réglementaire, on l'espère, et le plus possible pour répondre à nos attentes, eh bien, on aura des cofinancements extérieurs, mais également une articulation à prévoir au niveau de la branche et en lien avec l'OPCO Santé sur des cofinancements, je dirais, plus à notre main, tels que les fonds conventionnels, et plus à votre main, tels que les fonds volontaires. Je pense qu'on peut difficilement aller plus loin aujourd'hui pour vous répondre à cette question, je dirais malheureusement, mais vous l'avez compris, notre lobbying continue. Après, il y a peut-être une possibilité aussi qui est de découper un peu les diplômes en blocs de compétences et utiliser notamment la VAE, ce qui permet à la fois que les personnes restent dans les entreprises et donc qu'on puisse utiliser en fait leur expérience professionnelle pour les faire monter en compétences. Et donc ça, c'est sans doute un dispositif dont il va falloir s'emparer pour réduire nos coûts aussi. C'est vrai que il faudrait qu'on ait des précisions sur ce découpage en blocs de compétences, parce que pour nos diplômes d'État relativement longs, et avec le découpage aussi la réingénierie de ces diplômes d'État qui quand même font apparaître en fait des blocs de compétences, ça sera un sujet de financement et d'articulation, enfin d'ingénierie financière à organiser. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Guillaume? Question de Madame Merlin qui est de savoir si sur l'entretien professionnel en cas d'absence longue durée, il est toujours nécessaire de faire un entretien au retour du salarié. Alors oui, c'est toujours d'actualité. Il y a simplement un assouplissement qui a été apporté par la loi, puisque auparavant, l'entretien devait être organisé dès le retour du salarié après une longue absence. Et désormais, ce sera toujours organisé, mais à condition que le salarié n'en ait pas bénéficié au cours des 12 derniers mois.
Merci de cette précision. De toute façon, ces éléments-là, Salomé, sauf erreur, sont retranscrits hein, dans le diaporama. Et j'en profite pour vous repréciser que nous allons vous diffuser le diaporama. Il comportera même sans doute quelques éléments complémentaires sur l'apprentissage, étant donné qu'il y a un grand nombre de mesures successives qui ont été prises hein, depuis un an, donc qui seront récapitulées, hein, comme le disait Nelly tout à l'heure. Donc, vous pourrez aussi, par le biais de ce diaporama, avoir réponse à certaines de vos questions pour lesquelles nous pourrons également vous apporter des compléments d'information. Guillaume, J'ai j'ai deux questions. La première de Camille Druot qui demande à ce qu'on puisse revenir sur l'avenant d'une PROA qui serait débutée en 2025 avec un début de formation en 2026. Nelly, est-ce que vous pouvez répondre? Alors, du coup, la loi prévoit donc une disposition transitoire qui effectivement prévoit que tout avenant qui serait signé avant le 1er janvier 2026, donc au plus tard le 31/12/2025, on continuera à appliquer les dispositions de la PROA, bien que l'action de formation elle débute en 2026. Et c'est un point qui pourrait être éventuellement précisé par décret et qui de toute manière appelle des précisions ultérieures, notamment sur le budget qui serait prévu. Salomé pour ces précisions. J'ai une autre question sur le sujet de la reconversion professionnelle où il nous est demandé si on ne pense pas que la reconversion professionnelle avec ce risque de devoir faire une rupture conventionnelle coûteuse, notamment parce que l'indemnité de rupture conventionnelle, elle est soumise à une contribution spécifique employeur de 30% aujourd'hui, si ça ne va pas amoindrir, pardon, l'intérêt de ce dispositif pour les employeurs. Ben oui, effectivement, c'est certainement un point négatif entre guillemets du dispositif, puisque du coup, ça implique un coût financier certain, d'autant que la loi précise bien que le montant de l'indemnité qui sera versée ne pourra pas être inférieur au montant de l'indemnité légale, quoi qu'il arrive. Ça avait été soulevé de mémoire, Salomé, en SPP. Bon, Oui, tout à effectivement, fait. c'est le dispositif qui est comme ça, en fait, hein. Donc, effectivement, en pratique, je ne sais pas si ils ont réalisé, enfin, les rédacteurs, que ce serait un frein. Bon, voilà. C'est à voir. Je voyais qu'il y avait une demande de soutien au CFA. C'est vraiment quelque chose. Enfin, on soutient bien entendu les CFA et en particulier au niveau de la CPNE avec Guillaume et Marjorie, puisque vous le savez, on a de cesse de porter auprès de France Compétences et l'OPCO également la nécessité de coûts-contrats qui soient et qui demeurent le plus en attente, enfin en cohérence possible, si je puis dire, avec le coût des formations. Hein. Donc vraiment, on est très attentif à la prise en compte déjà des postes de frais divers des CFA et à la nécessité de maintenir des coûts contrats pour limiter évidemment l'impact bien sûr sur les CFA et également sur les employeurs, puisque le contrat d'apprentissage, par exemple, s'est énormément développé dans notre secteur et qu'à un moment donné, plus le reste à charge augmente au fil des mesures successives pour les employeurs, plus ça va porter un coup d'arrêt au développement de l'apprentissage. Donc, bon, quoi qu'il en soit, il y a bien une nouvelle méthode, je dirais, des coûts contrats qui est en train de se mettre en œuvre, qui nous a été globalement présentée. Et bon, bien sûr, la CPNE va se mobiliser, mais ça va réduire encore la marge de manœuvre des branches et la possibilité de modulation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une précision sur Proa.
notamment sur le fait qu'il reste des fonds légaux aujourd'hui pour financer Proa. Est-ce que, c'est Salomé, je crois, qui l'a évoqué il y a quelques minutes, on est sur un début de formation impératif en 2025 dans le cadre de Proa, ou est-ce qu'à ce stade, on a une vue sur le fait que la formation pourrait débuter en 2026? Mais je suis pas sûr qu'on ait une réponse à ce sujet. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le cadre du financement d'une proie, ce sont des fonds légaux et que le fonds légaux, ce sont des fonds annuels, 1er janvier, 31 décembre. C'est-à-dire que les fonds de 2025 au 31 décembre, tout ce qui n'a pas été consommé, normalement, repart à France Compétences, sans rentrer dans un détail plus précis. Donc là, aujourd'hui, ce sont bien des fonds de 2025 qui sont encore disponibles. Alors j'entends que, en effet, la plus grosse partie des proies ont d'ores et déjà, des formations qui sont concernées par les proies ont d'ores et déjà commencé. Donc il est vrai que on a donné cette information-là en indiquant si quelque part vous aviez encore des actions de formation pour lesquelles vous n'aviez pas encore déposé votre dossier ou qui potentiellement pourraient rentrer en formation sur cette fin d'année. En tout cas, ça voulait dire n'hésitez pas à déposer vos demandes proies. Il y a encore des fonds disponibles. Néanmoins, aujourd'hui, les fonds, donc ce solde de fonds proies qui ne seraient pas mobilisés, consommés d'ici le 31 décembre, ces fonds-là ne seront absolument pas mobilisables pour des actions qui débuteraient sur 2026 et pour lesquelles l'avenant a été signé avant le 31 décembre. Voilà, c'est bien deux choses différentes. Là, pour 2026, l'enveloppe de fonds légaux permettant de financer la période de reconversion, aujourd'hui, nous n'avons aucun élément sur le sujet. Juste, j'ai une question complémentaire, excusez-moi, c'est pas pour... c'est que si le contrat est signé avant le 31 décembre, mais que la formation commence en 2026, qu'est-ce qu'il C'est en le est? début d'action. C'est vraiment en fait le début d'action qui va concerner l'enveloppe à mobiliser. C'est-à-dire que même si l'avenant est signé en 2025, l'action commence bien en 2026, la date de début, les heures réalisées, et c'est bien là-dessus que l'OPCO va engager et rembourser des fonds en fonction des heures réalisées. Donc ça sera bien la date de début sur laquelle on va se caler pour savoir quelle enveloppe mobiliser. Utiliser. Et Alors, donc là, on ne sait pas, on n'a pas de réponse, Nelly, c'est ça. Alors, en complément de ce que dit Fabien, on peut avoir des proies dont les avenants ont été signés en 2025, mais dont la formation démarre en 2026. C'est ça. Et pour cela, effectivement, Fabien dit qu'il n'y aura plus de financement sur les enveloppes 2025. Par contre, ça reste de la proie parce que l'avenant a été signé en 2025. C'est ça. Et dans ce cas-là, effectivement, la proie s'applique. Par contre, la question se pose sur les financements. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas connaissance des enveloppes. Exactement. Mais je comprends que les adhérents y reviennent parce que finalement, la DGEFP, la loi nous dit on peut signer jusqu'au 31 décembre 25, pardon de schématiser, mais la DGEFP ne nous donne pas de réponse sur comment gérer ce type de proie dont l'action de formation commencera en 2026. Bon, donc effectivement, c'est quand même pas simple à gérer. Enfin, pardon de. Guillaume, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai plusieurs autres questions. Dans la même veine, j'ai une question de Madame Lemoine sur les formations de type DU, quand elles ont commencé en 2024, mais qu'ils se terminent en 2025. Y a-t-il une possibilité de prise en charge? Au titre des fonds conventionnels mutualisés, tu veux dire? Oui. Là-dessus, en l'occurrence, oui, on a la possibilité pour un DU qui aurait commencé en 2024 avec une part sur 2025, de demander une prise en charge sur les fonds conventionnels et donc sur l'enveloppe professionnalisation. Ça, aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui est possible. Sur l'enveloppe qualification, je pense. Ah oui, pardon, excusez-moi, sur qualification. Et la deuxième question, c'est dans le cadre d'un contrat professionnel, comme par le passé, est-ce que les stages réalisés en entreprise devront être exclus du forfait de prise en charge? Aujourd'hui, dans le cadre du contrat de professionnalisation, avec le nouvel accord de branche, on est sur un taux horaire. Dans ce taux horaire, ça va donner un forfait. C'est-à-dire qu'on va prendre le volume horaire, et dans ce volume horaire, on va compter quoi? Le volume horaire théorique plus les stages hors de l'établissement. C'est bien le cumul de ces deux, théorie plus stage hors établissement, qui va servir de base, d'assiette de volume horaire multiplié par le taux. Donc, imaginons que c'est une AS, et ben ça sera le volume horaire, donc 770 x 2, si la totalité du stage se fait hors établissement, 1540 heures fois 14 €, qui sera le taux
pour l'AS, qui va nous donner un forfait, et avec ce forfait, nous allons pouvoir financer du coût pédagogique, des salaires et charges et des frais annexes, dans la limite, bien entendu, de ce forfait. C'est très clair. D'ailleurs, au passage, j'en profite, qui a été revu par la CPNEFP il y a quelques semaines à la suite de l'entrée en vigueur du nouvel accord de branche. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous concluons, puisque on arrive à la fin de ce webinaire? Je ne vois pas d'autres questions qui soient posées dans le chat, Fabienne. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, déjà merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. C'est très riche d'avoir ces échanges avec vous. Et quoi qu'il en soit, vous pouvez bien sûr nous appeler, nous écrire, que ce soit au niveau du CINERPA, de la FHP ou de l'EPCO-Santé, puisque vous avez vos conseillers attitrés. Et on fera le maximum pour vous répondre dans cette période où effectivement nous-mêmes attendons certaines réponses, vous l'avez compris. Donc on a essayé de vous apporter les précisions à date que l'on pouvait vous apporter, notamment à l'aide des projets de décret, et essayer de vous donner des informations sur notre action de conviction qui de toute façon se poursuit. Encore une fois, vous allez pouvoir retrouver, déjà pouvoir réécouter ce webinaire dans le cadre d'un replay qui sera diffusé par l'intermédiaire d'un flash adhérent ou de notre newsletter, et puis bien sûr retrouver le diaporama dans son ensemble, voire même des précisions complémentaires. Merci à toutes et à tous, et très bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.